5 février 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. L'initiative présidentielle d'appui au monde rural fait du chemin de la Guinée profonde. À Farana, les producteurs s'activent dans l'aménagement des bas-fonds. Le premier labour est lancé. L'exploitation des carrières de granit génère des fonds importants pour les habitants de Dubreka. 12 sites sont ouverts à cet effet, mais sa distribution provoque des tensions. Au sommaire encore, les autorités préfectorales de Fria œuvrent pour le renforcement du tissu social et l'entente entre les fils du terroir. Une journée de paix et d'unité nationale vient de se tenir dans la cité de l'Alumine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur un décret du chef de l'État, décret D 2019-062 PRG SGG portant nomination des membres du Conseil national de régulation des postes et télécommunications CNRPT. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, les cadres dont les noms suivent sont nommés membres du Conseil national de régulation des postes et télécommunications, CNRPT. Président, Dr Kaba Ibrahima Khalil, enseignant en service à la présidence de la République. Membre, M. Kouyaté Mamoudou, économiste. Madame Baldé Assiatou, auditeur financier. Madame Doumbouya Haya Fatoumata, en service au Conseil économique et social. Monsieur Souma Morlaïseni, gestionnaire des ressources humaines à la BCRJ. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 5 février 2019, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. La Guinée est résolument engagée à lutter contre l'impunité sous toutes ses formes. La condamnation prononcée lundi dans des affaires criminelles sont hautement appréciées par le gouvernement. Ce soir, dans une déclaration, le gouvernement encourage l'appareil judiciaire à poursuivre ses actions décisives. Je vous invite à suivre Amara Somparé, ministre de l'Information et de la Communication. Le gouvernement de la République de Guinée se réjouit, au terme de plusieurs années de procédure, de l'aboutissement le lundi 4 février 2019 de plusieurs affaires criminelles ayant permis, premièrement, la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans des sieurs Mohamed Diallo, dit Junior, et 6 autres complices, notamment pour assassinat sur la personne de Madame Aïssatou Boiro, ex-directrice nationale du Trésor, et de M. Paul Temple-Coll, cadre du ministère des Finances au moment des faits. Deuxièmement, la condamnation à la réclusion criminelle de 10 à 20 ans pour association de malfaiteurs, détention illégale d'armes de guerre et vol à main armée des sieurs Oumar Lamarana Diallo, dit Williams, et 11 autres complices. Troisièmement, la condamnation à la réclusion criminelle de 10 ans du capitaine Kali Diallo pour usage non autorisé d'armes à feu dans le cadre du maintien de l'ordre public lors d'une manifestation de l'opposition, ayant malheureusement entraîné la mort du jeune Tierno Amidou Diallo. Quatrièmement, la condamnation à la réclusion criminelle de 6 ans du capitaine Moussa Wolto Soumaoro, commandant d'unité à la brigade anticriminalité pour fait de torture sur un citoyen placé en garde à vue. Le gouvernement se félicite de l'action décisive du ministère de la Justice et de sa détermination à faire toute la lumière sur les affaires criminelles emblématiques et actuellement pendantes devant les juridictions. Le gouvernement réitère son engagement à lutter résolument et fermement contre l'impunité sur toutes ses formes et à faire poursuivre tous les auteurs d'infractions à la loi pénale, quelle que soit leur qualité. Le gouvernement, Conakry, le mardi 5 février 2019.
Monsieur Amara Somparé, ministre de l'Information et de la Communication, douleur et consternation, l'effondrement d'une mine d'or à Nourasoba, de la préfecture de Sigiri, a fait 17 morts et quelques blessés. Cet accident qui est survenu hier est le plus important jamais enregistré à Nourasoba. Le ministre de la fonction publique est aux côtés des populations éplorées. Demain, une forte délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre chef du gouvernement est attendue à Nourasoba. Nous y reviendrons. De type traditionnel, peu ouverte à la mécanisation, l'agriculture guinéenne sort des sentiers battus à Farana. Les producteurs du centre de développement rural s'activent dans l'aménagement des bassins avant les grandes pluies. Une action soutenue par l'initiative présidentielle d'appui au développement agricole. Fodé Camara. À Farana, dans les différents périmètres, après la récolte, l'heure est au premier labour. Des sillons ouverts par les tracteurs du centre de développement rural de Farana. Après paiement par Orange Money, cette plateforme innovante dénommée Kobiri permet de mettre des équipements de récolte et de préparation du sol à la disposition des producteurs. Les machines qui sont dans notre main aujourd'hui, Kobiri, c'est très performant. Il peut faire à la minute. Au moins de 2 heures du temps, il a déjà fini de faire les 3 hectares. Donc, dès les 8 heures du temps, on a un coût d'à peu près 8 hectares par jour. Une vingtaine de moissonneuses batteuses et 13 tracteurs sont mis à la disposition des acteurs du développement rural de Farana. Une mécanisation soutenue par l'initiative présidentielle d'appui au développement rural. Les machines qui sont là, l'habitude, nous sommes des travailleurs, nous sommes des cultivateurs à Farana. On pouvait faire 20 hectares durant 2 à 3 mois. Mais avec l'arrivée de la machine là, c'est un clin d'œil. C'est-à-dire 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, ils peuvent le faire dans 1 heure, 30 minutes, 30 secondes. Donc suite à ça aussi, il y a de la verda. Parce que quand vous prenez, avant nous on payait 20 000 francs par personne pour récolter le riz. Mais avec l'arrivée de la société des machines, actuellement quand tu prends 1 hectare, il faut prendre au moins 30 personnes pour travailler. Mais avec la verda, ça en moins de 20 minutes, 10 minutes, vous avez le riz net. Donc c'est des initiatives à saluer, à remercier le président Alpha Condé, à l'encourager dans ce sens. Au point de vue récolte maintenant, nous n'avons plus de soucis à Farana. Parce que c'était notre souci majeur. Cultiver de grandes plaines, après laisser sécher, souvent c'est le feu qui brûle tout, et puis tout reste à l'eau. Au-delà des tracteurs, des motoculteurs et des moissonneuses batteuses, ces efforts d'intensification agricole touchent aussi la fertilisation des sols. Grâce à la convention de 100 000 tonnes d'engrais scellée avec l'Office chérifien des phosphates. Pour la campagne agricole 2017-2018, la région de Farana a bénéficié de plus de 1000 tonnes d'engrais spécifiques pour la riziculture et le maraîchage. Farana, dans la dynamique de développement de l'eau potable pour les populations de Dubrika et de Tanene. Elles viennent de bénéficier de 10 forages. C'est un geste du Premier ministre chef du gouvernement. La structure Club des Amis du Monde a procédé à la remise officielle de ce don. Abraham, Christophe, Conti et Aboubakar Yabi. Traversées par de danse, ces femmes des zones de Dubrika et de Tanene expriment leur joie suite à la remise officielle de 10 forages à leur localité. Ce don inconditionnel est l'œuvre du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassori Fofana. Pour la population, avec ces forages, le problème d'eau potable est désormais résolu. C'est des zones qui ont été affectées par Ebola dans les temps. Lors de nos diagnostics, on a trouvé que ces communautés avaient besoin d'eau. Et on a développé d'autres projets. Mais au fil du temps, on a rencontré M. Ibrahima Kassori Fofana, c'est le lieu vraiment de le remercier, qui a accepté de donner 10 forages à la préfecture de Dubrika. Et ces forages ont été répartis dans 3 sous-préfectures. Je vais parler de la commune urbaine, la commune de Ouassou et la commune de Tanene. Ce forage-là est venu à point, parce que l'école ici a tellement souffert pour le problème d'eau. Donc Dieu a fait qu'il a pensé à nous et nous aussi nous le remercions. Pour les responsables en charge du développement communautaire de ces localités, cette action vient à point nommé. Garantie est donnée que les dons seront utilisés à bon escient. Le coût de l'investissement est de 500 millions de francs guinéens. Il devrait contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les quartiers et districts de la localité. Nous sommes contents.
Parce qu'on dit, même en arabe, celui qui donne l'eau, il donne la vie. S'il n'y a pas de l'eau, pas de vie. Bon, au point de vue religieux, bon, pour être propre, il faut de l'eau. Dans ce combat pour l'amélioration des conditions de vie des populations, l'autorité guinéenne bénéficie de l'accompagnement du Club des Amis du Monde, une structure qui a assuré de bout en bout le suivi des travaux. Dans le même registre, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique poursuit les visites de terrain. Cheikh Talibou Silla était sur les sites de production de l'eau au pied des monts Kakoulima du Breka pour voir et apprécier les 12 forages de captage d'eau. Reportage signé Nabi Kamara. L'eau se raréfie de plus en plus dans les robinets de la capitale. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique cherche à connaître les raisons. Pour cela, il a entrepris une tournée dans les sites de production d'eau. À Dubreka, il a visité la station de la cimenterie et les 12 forages de Kakoulima. Avec une production de 12 000 mètres cubes d'eau potable par jour, ces sites alimentent les zones hautes de la capitale comme Baïlobaya, Sonfonia, Samataran et autres, Kakoma. Ce que nous avons vu à Kakoulima, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, ce n'est pas parce que les forages ont tari, c'est parce que tout simplement il y a des problèmes techniques. Il y a une défaillance dans la maintenance préventive, voire même dans la maintenance curative. Et il y a une défaillance également dans l'approvisionnement en carburant cette station de production d'eau. Un appel citoyen est lancé également aux clients de la SEG pour s'acquitter de leurs factures d'eau afin de permettre à cette société de jouer pleinement son rôle. Dans l'actualité encore, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était hier devant la presse nationale pour exposer le bilan de son département, un bilan apprécié par les citoyens de la capitale à travers un micro-trottoir réalisé par Bernard Tanguinou. Au bilan qu'il a présenté devant la presse. J'ai beaucoup apprécié l'innovation, surtout le retour des cités au sein des universités, des doctoires. Pour l'enseignement supérieur guinéen, je souhaiterais que le ministre s'accentue beaucoup au niveau, c'est-à-dire de la technologie au sein de ces universités, parce que là aussi c'est des problèmes que nous étudiants nous rencontrons beaucoup, problèmes de connexion au sein de ces universités, mais aussi de penser un peu à améliorer les de ces étudiants au niveau de ces universités. Ce que j'ai apprécié, c'est que le ministre de l'Enseignement supérieur est rentré dans le vif du sujet. Il a expliqué ce qui était de tabou par rapport au système éducatif, surtout au niveau de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire, il a donné les statistiques pendant le recensement biométrique dans les universités, et cela vraiment a été un pas dans son fonctionnement. Par rapport à la conférence de presse, si je dois l'évaluer, je lui donnerai 9,25 sur 10. Et parce que tout ce qu'il a dit, en réalité, se ressent sur le terrain par rapport au bilan. Et par rapport aux perspectives, je suis très enchanté d'entendre que bientôt, les dortoirs seront de retour dans les campus. Cela va beaucoup aider les apprenants dans leurs conditions de travail. Et en tant que femme, je dirais qu'il a réussi à redynamiser la chaire genre équité au sein de l'enseignement supérieur, qui est en train de promouvoir aujourd'hui la formation de la femme et son évolution à des postes de prise de décision au niveau de l'enseignement supérieur. Il y a plein d'autres réformes, beaucoup de choses qui ont été faites, mais beaucoup d'autres encore restent à faire, telles que l'amélioration des conditions de vie et de travail aujourd'hui de nos enseignants. Parce que n'oublions pas que ces enseignants-là constituent le pilier du pays. L'Université Générale Lansana Comté de Sonfonia devra bientôt bénéficier d'un accord de partenariat avec le système des Nations Unies en Guinée. Une rencontre exploratoire a eu lieu ce mardi entre les responsables de l'université et le directeur pays du PNUD. Bernard Tanguinou a suivi la rencontre. Cette visite du directeur pays du PNUD
vient jeter les bases d'un prochain accord cadre entre le système des Nations Unies et la plus grande institution d'enseignement supérieur du pays. En visitant l'intérieur du campus universitaire et quelques services, Léonel Lorenz vient s'enquérir des besoins d'enseignement et de recherche de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Nous désirons nous rapprocher du monde académique et renforcer la collaboration entre les Nations Unies et les universités de la place. Nous pensons qu'ils font un travail formidable dans le cadre du renforcement du capital humain durable ici en Guinée et que nous aurions un intérêt mutuel à nous rapprocher et à travailler ensemble. Donc cette visite aujourd'hui était pour discuter avec monsieur le recteur et son équipe, mais également pour visiter les locaux et voir dans quelles conditions ils travaillent, quels seraient leurs besoins, quelle serait leur ouverture à un tel partenariat. Je suis venu au nom du programme des Nations Unies pour le développement, mais je ne doute pas que bon nombre de mes collègues du système des Nations Unies seront intéressés par cette ouverture de partenariat qui, on l'espère, débouchera sur un accord tripartite, Université Gamal Nasser, Sonfonia et système des Nations Unies. Pour signifier la volonté de son institution à accompagner l'université, le directeur pays du PNUD offre un lot de près de 7000 ouvrages à la bibliothèque universitaire. Des livres contenant, entre autres, des rapports d'études sur la Guinée, le plan national de développement économique et social, la gouvernance et la lutte contre la pauvreté. Cette visite représente pour mon institution un cadeau que nous prenons par les molaires. Et ce qui nous a plus enchanté, c'est le grand cadeau que nous avons reçu, plus d'une tonne d'ouvrages destinés à notre bibliothèque centrale. Et ça, c'est majestueux. Et au-delà de ça, l'échange que nous avons eu nous donne de l'espoir. Parce qu'il y aura des accords que nous allons signer entre le programme des Nations Unies et il a dit l'ensemble de corps constitués et qui évoluent sous le système pour davantage donner une force à notre université qui en a déjà fortement reçu et qui a reçu de la part du gouvernement sous la présidence du professeur Alpha Condé. Depuis sa création en 2004, c'est la première fois que l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia reçoit la visite d'un haut fonctionnaire onusien. Le prochain accord cadre devrait porter notamment sur l'animation des conférences débats, l'appui documentaire et le don en équipement scientifique. À Dubrika, l'exploitation des carrières de granit déchaîne des passions. 12 sites sont ouverts dans la localité. Les fonds générés sont importants, mais sa distribution pose problème. Elle est parfois source de tension. Aboubacar Junior Camara s'est rendu dans la préfecture pour savoir et comprendre. La gestion des recettes des carrières pose problème à Dubrika. Les tensions sociales suscitées quelquefois empêchent les opérations d'exploitation et de transport du granit. Pour inverser la tendance actuelle, les autorités locales envisagent de nouveaux mécanismes de gestion rationnelle des recettes issues des carrières. Depuis 6 mois, plus de 200 millions sont gelés pour investir dans les projets de développement. À un moment donné, les autorités qui étaient là, la préfecture, sont engagées à mettre sur le compte de la commune toutes les redevances qui devraient être données à ces quartiers pour que le moment venu, c'est-à-dire quand les autorités normales de la commune soient là, qu'elles puissent prendre des dispositions pour essayer d'exécuter, de réaliser les écoles, parce que c'est un peu ça la préoccupation de ces 3 quartiers. Un collège et un forage et l'électrification de certains secteurs. Selon les quittances, les sociétés d'exploitation de granit payent régulièrement des taxes et des redevances aux services publics. D'autres types de taxes compensatoires sont versées aux communautés riveraines affectées par l'activité minière. Il y a 7 mois ou 8 mois, les taxes que nous acquittons ne sont pas perçues par la communauté pour la simple raison que le préfet a voulu à ce que les méthodes de gestion de ces montants-là changent. Et ne pouvait changer qu'avec les autorités de la place. Le préfet a jugé nécessaire d'attendre l'installation des nouveaux maires, de nouveaux bureaux de la commune,
pour pouvoir mettre à leur disposition ces montants au vu des projets de développement communautaire. Selon une grille statistique de répartition, les redevances sont réparties entre la commune, la préfecture, le fonds minier et les collectivités. Nous, à la fin de chaque mois, nous venons vers la société, nous faisons le rapprochement et nous procédons à la liquidation des taxes. Après cette liquidation, moi je suis chargé de prendre les chèques barrés du budget national, du budget préfectoral et du fonds minier. En ce qui concerne les revenus des quartiers des communes, ce sont les receveurs communaux qui viennent prendre ces montants-là, leur quote-part, à la source. Moi, je m'attends à une quittance libératoire. 12 sociétés exploitent le granit dans la zone de Dubreka. Les recettes estimées sont entre 4 et 5 milliards de francs guinéens par an. Mais l'orientation de ces fonds est de plus en plus contestée dans les communautés. Les chefs de quartier de Yorokogia, Tercé et Berire font en ce moment l'objet d'enquêtes pour des accusations de détournement de fonds. La société civile et surtout la jeunesse exigent la transparence et des investissements avec les recettes issues de l'exploitation des carrières. Et puis, la société minière Alliance Mining vient de doter le secteur de Tourtou-Moutou dans la préfecture de Gawal d'infrastructures d'intérêt communautaire, une zone impactée par son projet qui va servir de passage entre sa mine et le port fluvial de Boké. Le projet vient de construire une nouvelle cité pour les habitants. Les travaux ont coûté plus de 13 milliards de francs guinéens. Des précisions de Yamokaba. Le secteur de Tourtou-Moutou, sous-préfecture de Wendumbourg, dans Gawal, une zone d'intervention de l'Alliance Mining Commodity. Cette entreprise affiche de grandes ambitions dans cette localité. La construction d'un corridor qui va relier sa mine au port fluvial de Boké. Pour le démarrage des travaux, les populations sont relocalisées à Daroun, un ancien village identifié par la communauté impactée par le projet. Sur ce site, des infrastructures ont poussé. Au total, 51 maisons, une mosquée de 80 places, une école et 2 forages pour la communauté. Des infrastructures d'intérêt communautaire financées à hauteur de 13 milliards de francs guinéens. Je remercie sincèrement le projet AMC pour le respect des engagements pris pour ma communauté. Donc les étapes ont été respectées et la qualité des travaux a été super. Vraiment, c'est un rêve pour nous qui est devenu une réalité. Même si c'était avec nos propres fonds, on ne pouvait pas faire mieux que ça. C'est comme si les maisons sont sorties de la terre. Aujourd'hui est un grand jour, nous sommes très contents de l'inauguration de ces infrastructures. Nous y avons mis beaucoup d'énergie, beaucoup de plaisir, beaucoup de travail. Cette inauguration est le résultat d'un très bon travail. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne peut rien faire sans les communautés locales. On ne peut rien faire. Donc il faut absolument qu'on travaille ensemble, la main dans la main, pour pouvoir avancer le plus loin possible. À travers cette journée de réinstallation, l'entreprise annonce à la communauté impactée son projet d'exploitation avec des mesures d'accompagnement pour le développement local et le respect de la responsabilité sociétale. Dans le cadre de l'environnement, on est en train de mettre sur place tout ce qui est des instruments de mesure pour aider à la mesure non seulement de la poussière, de la qualité de l'air, l'eau et tout ce qui s'ensuit. C'est pour nous permettre de suivre l'évolution du projet, voir si toutefois on est en train d'impacter les communautés et prendre les mesures nécessaires pour diminuer ces impacts, les accompagner pour les réinstallations et finalement on va aller pour démolir l'ancien village et on va les accompagner dans le nouveau village pour améliorer leurs conditions de vie. Ce système de compensation annonce une nouvelle phase de développement à Daroun. La journée a été également marquée par une série de reboisements. L'idée est d'aider les valeurs spirituelles et coutumières de Tourtou-Moutou à renaître de leurs cendres. Autre défi, mieux sauvegarder l'environnement afin d'éviter le réchauffement climatique et la désertification qui s'approche intensément dans la zone.
On ne change pas de sujet. Le reprofilage de la piste rurale Sangaredi d'Aramanyaki est lancé. Les travaux sont financés par l'État guinéen avec l'appui de la société Achapora. Il vise à désenclaver les zones de production. Les habitants de Télémélé témoignent de leur gratitude au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Bon, mettre 3 camarades reportage. Bembou, Silati et Bambaya, Misside, deux districts de la sous-préfecture de Daramanyaki dans la préfecture de Télémélé. Les populations de ces localités bénéficient de l'appui du ministère des Mines à travers la Sogipami et Achapora pour le reprofilage de la route Sangaredi d'Aramanyaki. Longue de 12 km, la route sera réalisée avec 10 mètres de largeur. Commencer beaucoup de choses pour communautaires. Par exemple, ouvrir enclave villageois, reprofiler la route communautaire, développement national abroad, beaucoup de choses. Si j'ai aujourd'hui très content avec toutes les communautaires. C'est une fierté. Nous remercions le professeur d'avoir pensé à Daramanyaki. Aujourd'hui, Daramanyaki est fier. Daramanyaki lève la tête. Vraiment, c'est un sentiment de choix. L'occasion est mise à profit par le groupe Achapora pour remettre des cadeaux aux élèves de la contrée. Le geste est apprécié par les autorités locales. Avec l'allure qui se présente maintenant là, dans l'avenir, on sait que Achapora nous fera beaucoup de choses. Parce que pendant même la phase d'exploration, Achapora a utilisé un certain nombre de nos jeunes et au gardiennage et dans les bureaux au niveau de la relation entre la communauté et la société. Donc, par rapport à ça, nous sommes très ravis de la collaboration que nous avons avec Achapora qui ne vient que de démarrer. Les sociétés en phase d'exploration multiplient des actions pour améliorer les conditions de vie des populations riveraines. Des signes qui vont certes renforcer les relations de cohabitation. La jeunesse de la CEDEAO séjourne dans la sous-préfecture de Banankoro à Kirewani pour promouvoir l'entente et la cohésion sociale dans les zones d'exploitation minière. La jeunesse CEDEAO explique aux populations la nécessité de renforcer la paix et la cohésion sociale. Mohamed Serassouma. Il y a un peu plus de 2 mois, des violences ont secoué la sous-préfecture de Banankoro. À l'origine, une incompréhension autour de l'exploitation de cette montagne de sable qui contiendrait quelques carats de diamants. On a fait travailler 2 mois, on n'a pas eu ce que nous voulions avoir. Nous avons fait la demande au gouvernement pour dire que nous devons rétrocéder ce sable-là maintenant à la population. Mais on n'a pas eu de suite parce que le gouvernement craint l'ensablement du lit de ce bassin-là qui est transnational. Il concerne la Guinée, le Mali, le Niger, etc. Vu l'ampleur des dégâts, un sentiment de désolation anime nombre d'observateurs. Pour calmer les esprits, la jeunesse CEDEAO est partie à la charge. Cette structure de la société civile qui prône la paix est venue sensibiliser les populations. Pour elle, le vivre ensemble doit dominer les débats pour faciliter à la fois l'exploitation industrielle et artisanale du diamant à Banankoro. Le problème de Banankoro est un problème profond où il va falloir dialoguer, discuter avec tout le monde, que les gens acceptent de s'ouvrir au dialogue. Mais créer d'autres choses pour nous éviter ces violences-là en répétition. Ce cadre d'échange initié par la jeunesse CEDEAO est perçu par les populations et entreprises minières comme un début de résolution du conflit. Les autorités locales saluent ce regain d'accalmie. Si c'est pérennisé, moi je serais content. Tout ce qui est fini, ça va nous aider beaucoup parce que les conflits miniers, c'est très difficile de cohabiter les sociétés avec la population parce qu'il faut que chacun connaisse son droit. Si les droits ne sont pas respectés les uns et les autres, c'est très difficile. Cette approche inclusive a pour but de réconcilier la communauté de Banankoro et la société Guiter Mining. Toute chose qui permettrait de retrouver la quiétude dans cette cité diamantifère de Kirewani. Journée de paix et d'unité nationale dans la cité de l'Alumine Afria. L'idée est de renforcer le tissu social, la cohabitation pacifique entre les fils de la localité. C'est une initiative des autorités préfectorales en collaboration avec les coordinations régionales. Moussa Bangoura revient de Fria. Voici son reportage.
Fria, la cité de l'Alumine, consacre cette journée à la paix et à l'unité nationale. Tout de blanc vêtu, ces citoyens, à travers cette manifestation culturelle, prônent la paix, le renforcement du tissu social et la cohabitation pacifique entre les communautés de Sombori. Cette initiative est surtout une priorité des priorités du chef de l'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui ne cesse de prôner la paix, l'unité, la quiétude, l'apaisement pour un développement durable. Voilà ce que les Friaka aussi ont pris à bras de corps pour adhérer à cette politique du président de la République, le chef de l'État. Et sans paix, il n'y a même pas de santé normale. Sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, on ne parle pas d'emploi jeune. Sans paix, il n'y a pas de mutualiste. Alors, tout, avant tout, c'est la paix et bien la santé de l'homme. Fonctionnaires de l'administration, acteurs de la société civile, confessions religieuses et populations locales se sont tous mobilisés. Un seul objectif, maintenir la paix dans la ville pour un développement harmonieux. Si on parle de la paix, les femmes sont 100% concernées. Puisque plus de 63% de la population est représentée par les femmes. Si nous les femmes, on se donne la main, on peut tout. Si nous les femmes, on se donne la main, nous tiendrons la tête. On nous appelle aujourd'hui, on s'est retrouvés. On a dit un seul mot, on est venu trouver les autorités pour commémorer cette journée. Aujourd'hui, j'ai un sentiment de joie. Rien n'est plus beau dans un pays que les fils du pays se retrouvent ensemble, partager les mêmes plats, chanter ensemble, danser ensemble. C'est une fierté. C'est une fierté nationale. Donc nous nous réjouissons pour ça et nous voulons que ce genre d'activité puisse continuer à briller. À travers cette mobilisation, les décideurs s'engagent à élargir cette sensibilisation dans les localités et districts de la ville afin qu'il y ait plus d'investissement dans la préfecture pour le bien des populations locales. Et puis ce communiqué du ministère de l'Action sociale avant de poursuivre cette édition. Le 8 mars 2019, la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme célébrera la Journée internationale de la femme. À cette occasion, le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance convie les chefs services, genre et équité, les femmes cadres, les femmes des partis politiques, les présidentes des coalitions et plateformes de femmes, des ONG, des associations et groupes de femmes, les femmes responsables des marchés de Conakry à la réunion préparatoire le vendredi 8 février à 9h au Novotel. Compte tenu de l'importance du sujet à débattre, la présence de toutes et de tous est vivement souhaitée, signé Yabi Haya Mariam Silla. Voici à présent les nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme en image avec Mamadou Salioba. Au centre directionnel de Koloma, les garagistes et autres occupants s'apprêtent à libérer les lieux. Une centaine de garages et 3000 ouvriers s'étaient établis ici depuis plus de 10 ans. Samedi dernier, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire avait instruit à ses occupants de quitter les lieux dans 72 heures. Comme si le lieu là n'est pas pour nous les ouvriers. Ici, c'est une zone réservée de l'État qui est destinée pour le patrimoine bâti de l'État. Quand de quitter le lieu, ici on sait que ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour les ouvriers. Mais on a pris nos colis, on ne sait pas où déposer. Plusieurs fois l'État nous a demandé de quitter ici, on quitte, mais on n'a pas où aller. Nous demandons humblement à l'État de nous aider, de nous trouver une place, une zone ouvrable technique où nous pouvons aller exécuter notre métier. Quelle que soit la distance, nous sommes partants. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, la plus ancienne institution d'enseignement supérieur du pays, présente l'Institut Confucius, un service d'enseignement de la langue chinoise en Guinée. Devant les étudiants et les ressortissants chinois, les responsables de l'université de Conakry expliquent la nécessité d'apprendre le chinois.
la Chine a été l'un des premiers pays à venir au secours de la Guinée indépendante dès après l'indépendance de notre pays. Et actuellement, je crois que la République de Guinée a beaucoup plus de relations d'amitié avec la Chine que n'importe quel autre pays du monde. Et le nombre d'entreprises chinoises évoluant en Guinée s'accroît de jour en jour. Nous avons estimé que pour donner la chance à nos jeunes de trouver facilement de l'emploi dans ces entreprises chinoises, il serait bon qu'on apprenne la langue chinoise. Et pour cela, on a pensé ouvrir un institut Confucius sur le campus de l'Université de Conakry. Ambiance de joie chez les élèves et les encadreurs de l'école, la petite académie de Simbaya. L'établissement reçoit des fournitures scolaires offertes par cette enseignante américaine. Dans cet établissement bilingue évolue une centaine d'élèves répartis entre la maternelle et le primaire. Aujourd'hui, on reçoit beaucoup d'enfants qui viennent des États-Unis, des enfants qui sont nés aux États-Unis dont les parents veulent qu'ils viennent étudier ici. Donc c'est vraiment salutaire, on la remercie beaucoup, on espère qu'elle ne va pas s'arrêter là, qu'elle va continuer à nous donner d'autres livres et puis nous aider pour la formation des enseignants. Un nouvel ouvrage dans les librairies guinéennes. À 86 ans, Maïmouna Mariga publie ses mémoires. L'une des toutes premières pharmaciennes du pays partage ses souvenirs heureux et douloureux. La perte cruelle de son mari en 1969 marque ses témoignages captivants sur l'histoire contemporaine de la Guinée. Il faut qu'on fasse la vérité, on ne faut pas falsifier l'histoire et puis il faut qu'il y ait la réconciliation et je souhaite vivement que cette haine ethnique disparaisse en Guinée. Mon livre n'est pas politique du tout. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.